Voilà en gros comment présente le menu de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais insister sur un certain nombre de préalables consistant à demander à tous les participants qui n'ont pas la parole de bien vouloir mettre en mode muet leur micro et d'éteindre de désactiver leur vidéo. Cela nous facilitera une meilleure condition d'écoute. Je pense que si on sait ça, on peut s'entraîner par donner la parole à Madame Marie Moussafo dans son cours, qu'elle nous livre son, par rapport à l'implication des organisations syndicales. Madame Dansokho, vous avez... Merci beaucoup Saliou. Permettez-moi de saluer les collègues et camarades présents à cette discussion. Mais tout d'abord, de remercier l'UNESCO ICBA pour le souci permanent pour le renforcement de capacité des enseignants, mais aussi pour la collaboration franche entre l'UNESCO et l'International de l'éducation. Merci pour l'honneur, en tout cas, que vous nous faites d'introduire le sujet sur l'implication des enseignants et leurs syndicats dans le processus de réouverture des écoles. Un sujet intéressant mais préoccupant, tant le dialogue social ne semble pas, malheureusement, être bien compris dans nos pays. Donc, pour parler dans cette période de Covid, où la première apparition en Chine a eu lieu en Chine en fin décembre 2019, la Covid a atteint l'Amérique et l'Europe avant d'étendre ses tentacules en Afrique. À la date du 26 juillet, déjà on est à plus de 16 millions de cas d'infection et plus de 650 000 décès malheureusement. En Afrique, à l'exception de l'Égypte et de l'Algérie où elle est apparue en février, pratiquement tous les autres pays de l'Afrique ont enregistré leur premier cas d'infection à partir de mars 2020, après que l'OMS ait déclaré la Covid-pandémie. Une pandémie qui prend de l'ampleur partout dans le monde, notamment en Afrique, même si elle reste jusqu'à présent le continent le moins touché. La surprise pour les Africains a été grande du fait de croyances affirmant que le virus ne pouvait pas survivre dans les pays à climat tropical, qu'il était sans effet face à une population jeune et noire, les caractéristiques des populations africaines, notamment subsahariennes. Mais que nenni, la réalité a montré et continue de montrer le contraire. La COVID est très démocrate et contre toute forme de discrimination basée sur la race, le genre ou le statut. Après les premiers cas, les États africains s'étaient tout de même activés pour freiner la propagation du virus. Ainsi, pratiquement, les mêmes mesures ont été prises par les différents gouvernements. Fermeture des frontières, état d'urgence, couvre-feu, mesures barrières, mais aussi fermeture des établissements scolaires et universitaires, faisant de fait de l'éducation le premier secteur impacté, obligeant des millions d'enfants, enseignants et personnels de soutien à l'éducation à rester à la maison. Malgré cela, la situation reste inquiétante vu la progression des cas de contamination et du nombre de décès. Tous les pays sont affectés avec près de 900 000 cas d'infection et 18 000 cas de décès. Mais aussi inquiétude par rapport à l'état de vétusté des structures de prise en charge et du plateau médical et les limites de leur capacité d'accueil. Néanmoins, même ayant des craintes par rapport à la réouverture des classes, gouvernement, enseignants et parents ne souhaitaient pas d'année blanche.
Ainsi, pour assurer la continuité des enseignements-apprentissages, dans pratiquement tous ces pays, l'enseignement à distance est devenu la règle et de nombreuses initiatives ont été mises en place. Cours en ligne, téléformation avec des cours dispensés par les médias, la télévision, la radio, ainsi que les réseaux sociaux. Mais ces stratégies, en plus de creuser les disparités déjà criardes, les couches vulnérables, les filles, la petite enfance sont plus affectées, présentent des limites importantes et ne sauraient remplacer les classes physiques. Problème d'accessibilité par la majorité. On estime à 20% seulement les élèves qui peuvent avoir accès à un ordinateur, à Internet et même à l'électricité. Les problèmes d'interactivité, de contenu, le problème de l'impréparation des élèves et enseignants à l'enseignement à distance. Elle crée, ces stratégies également, des disparités au niveau des enseignants. En effet, la fermeture des écoles impacte aussi les établissements privés qui ne recouvrent plus les frais de scolarité et cela se répercute sur les enseignants qui ne perçoivent plus leur salaire. Et comme du reste, beaucoup d'enseignants contractuels ou vacataires dans les structures d'enseignement supérieur. Les enseignants et leurs syndicats ont-ils été impliqués à la prise de décision de fermer les établissements? Non, malheureusement. Cette fermeture s'est faite sans concertation avec les acteurs. Est-ce à cause de la surprise de la COVID-19 et la crainte de sa propagation ou tout simplement à cause d'un manque de culture de dialogue social? Mais les syndicats, dans leur lutte permanente pour être considérés comme des acteurs responsables ayant leur mot à dire, ont mis la pression pour que la réouverture ne se fasse sans discussion avec eux et leurs syndicats, pour en étudier tous les contours afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour une éducation de qualité. Les enseignants et leurs syndicats ont participé à l'effort de guerre contre la COVID-19 et à la sensibilisation des populations. Ils ont, dans la mesure de leur capacité, contribué à la continuité des enseignements en essayant de rester en contact avec leurs élèves et pour montrer toute leur bonne foi, bonne volonté, ils ont suspendu toutes les luttes pour leurs revendications légitimes. Les enseignants et leurs syndicats au niveau national, continental, mondial ont mené très tôt des réflexions et produit des propositions pertinentes pour la continuité des cours et la réouverture des classes. L'Internationale de l'éducation a pris des mesures importantes pour répondre à la crise de la COVID-19 dans le monde de l'éducation. Au début du mois de mars déjà, l'IE a publié sa première déclaration et ses demandes appelant à une action immédiate des gouvernements sur l'épidémie de COVID-19. Au cours du même mois, elle a adopté 12 principes directeurs pour informer les syndicats d'enseignants et la réponse des gouvernements à la crise du virus dans l'éducation. Elle a lancé une enquête pour évaluer l'impact de la COVID sur l'éducation, en particulier comment affecte-t-elle les élèves, les enseignants et le personnel de soutien à l'éducation. Début avril, son comité exécutif a adopté une résolution exposant les principales demandes de l'organisation au gouvernement. Et dans le même mois, le comité Afrique de l'IE a adopté une déclaration appelant les gouvernements africains à s'attaquer aux crises de la COVID et de l'éducation, en particulier le manque d'accès à l'apprentissage en ligne pour des millions d'étudiants, élèves et enseignants africains. En outre, l'IE a lancé des lignes directrices pour la réouverture des écoles et des établissements d'enseignement. L'IE Afrique a élaboré un ensemble d'indicateurs sur la réouverture des écoles. Et dès le début, une série de blogs et de webinaires couvrant différents aspects et niveaux d'éducation. Et tous ces outils et d'autres encore sont disponibles sur le site web de l'Internationale de l'éducation.
pour dire qu'un dialogue social inclusif, franc, aurait permis d'avoir une meilleure prise en charge de la continuité des enseignements pendant la période de fermeture et d'assurer une réouverture dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de qualité de l'éducation. Les enseignants ont suffisamment montré leur engagement et leur patriotisme. Leur seule exigence était que les protocoles sanitaires soient appliqués pour que les conditions soient rassurantes pour tous, élèves, personnel de l'éducation et parents. Malheureusement, le dialogue social n'était pas toujours inclusif. Et même ceux qui y ont participé semblent avoir servi de faire valoir, tant les questionnements et préoccupations n'ont pas souvent trouvé de réponse et les propositions n'ont pas toujours été prises en compte dans les décisions. C'est souvent dans ces conditions d'hésitation, de crainte, de psychose que plusieurs pays ont décidé de rouvrir les écoles environ 2 mois après leur fermeture. D'autres logiques, bien sûr, notamment celle économique, ayant pris le dessus sur celle sanitaire. Des situations diverses caractérisent cette réouverture. D'après les données, vos données à vous, l'UNESCO, en début juin, 100 pays n'avaient pas encore annoncé la date de réouverture. 65 prévoyaient une réouverture partielle ou totale et 32 optaient de terminer l'année en ligne. Au Sénégal, après une réouverture avortée le 2 juin, le 25 du même mois, 551 000 élèves en classe d'examen ont pu reprendre les cours avec des mesures et conditions qui pourraient entacher la qualité de l'éducation. Mais quitte des près de 3 millions d'élèves de classe intermédiaire qui auront passé près de 6 mois loin des écoles, laissés à des fortunes diverses et qui risquent d'être fortement sacrifiés si leur remise à niveau n'est pas systématiquement assurée en vue de garantir l'acquisition du minimum de connaissances exigibles. Les propositions de passage envisagées par les autorités, qui ne semblent pas prendre en compte les propositions des syndicats et de la société civile, laissent présager d'une baisse certaine du niveau d'acquisition des élèves et le préjudice sera immense, surtout pour les plus démunis, notamment les filles qui risquent tout simplement de décrocher. Les enseignants sont des acteurs clés de qualité, incontournables des systèmes éducatifs. Leur implication dans l'élaboration des politiques et des plans de réouverture des écoles ne pourrait être que bénéfique pour les systèmes. Cela assure une meilleure compréhension des enjeux et attentes, une responsabilisation qui motive, une confiance quant aux dispositions et conditions de santé et de sécurité au travail. C'est pourquoi l'Internationale de l'éducation a formulé des recommandations fondées sur ces orientations sur la réouverture des écoles et le cadre d'indicateurs. Je voudrais en citer juste quelques-unes. Les décisions quant à la réouverture ou l'ouverture des écoles devraient être fondées sur les conseils de l'OMS et des experts de la santé et accorder la première place à la santé, à la sécurité et au bien-être des élèves, des enseignants et du personnel de soutien à l'éducation. Deuxième recommandation, des mesures concrètes devraient être prises pour assurer la fourniture d'équipements de protection individuelle à tous les éducateurs et aux élèves, fournir l'eau et l'assainissement et assurer les conditions d'une distanciation sociale entre les élèves. 3. Toute décision concernant la réouverture de l'école, le rattrapage du temps d'enseignement perdu ou tout autre aspect de la réponse du gouvernement à la COVID-19 dans l'éducation devrait être prise avec la pleine participation des enseignants, du personnel de soutien à l'éducation et de leurs syndicats. Pour terminer, je voudrais évoquer juste un aspect non moins important qu'est la marchandisation de l'éducation.
la COVID-19 a offert l'opportunité d'une expansion rapide de l'évolution de l'industrie éducative, avec des géants de la technologie qui se bousculent pour avoir une place plus importante et même contrôler les systèmes éducatifs et les pratiques pédagogiques, mais pour des intérêts purement capitalistes. Aussi, est-il important que les acteurs de l'éducation se mobilisent davantage pour plus d'investissement dans l'enseignant, dans sa formation adéquate, pour que l'enseignement à distance, qu'il faut certes intégrer, ne soit pas la panacée. Aussi, recommandons-nous que les gouvernements, malgré l'impact économique de la COVID-19, respectent leur engagement pour l'atteinte de l'ODD 4 et veillent au financement de l'éducation qui a été mise à nu par la pandémie. Voilà les quelques réflexions que m'inspire donc le sujet de notre discussion de ce matin et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dansokho, pour cette intervention riche en informations. Je pense qu'il y a un écho là. Voilà, en tout cas, vous nous avez parlé de l'état des lieux de la situation et avec un tableau assez sombre que la COVID-19 a trouvé en place. Vous nous avez parlé aussi des différentes initiatives qui ont été prises pour assurer la continuité pédagogique avec des fortunes diverses cependant, si on considère les types d'écoles, les milieux, etc. Mais vous nous avez surtout fait part de votre souci consistant à la non-implication des enseignants et des organisations syndicales dans le processus de réouverture. Et une implication qui bénéficierait beaucoup au système si on tient compte des différentes initiatives, des différents actes que l'International de l'éducation a posés et des actes qui pourraient vraiment être exploités et capitalisés pour une réussite de ce processus de réouverture. Vous nous avez fait part de vos craintes relatives aux différentes couches d'élèves qui sont laissées en rade dans ce processus. Et enfin, vous avez partagé avec nous des recommandations qui pourraient être prises en compte pour une pour une amélioration en tout cas de la qualité du système éducatif, non seulement au cours des enseignements en face, mais des enseignements aussi à distance. Donc, je pense que les participants ont pris bonne note et qu'ils ne manqueront pas de vous interpeller à travers des questions qu'ils poseront au niveau du chat. Donc, c'est une manière d'inviter les participants à utiliser le chat room pour envoyer des questions écrites aux différents panélistes. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale, pour ces informations. À présent, nous allons passer la parole à Monsieur Guitey du Mali. Monsieur Guitey qui est enseignant, je le rappelle, mais qui est aussi secrétaire général de syndicat. Il va nous parler lui aussi de l'expérience vécue au niveau du Mali quant à l'implication des enseignants et des organisations dans le processus. Monsieur Guitey, vous avez la parole. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Moustapha Guitey. Je suis secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC, affilié à l'international de l'éducation et en même temps enseignant en classe. Nous avons été surpris par un communiqué à la télé fermant les écoles pour cause de Covid-19. Toutes les frontières également et aussi décrétement du couvre-feu sanitaire. Donc c'est pour rejoindre un peu à Mariam Sako pour dire que nous n'avons pas été associés à la prise de décision de la pandémie, de la fermeture des classes, je veux dire, liée à la pandémie. Et je ne peux pas comprendre que ça a été quand même une volonté du gouvernement qui a décrété, et cela prouve à suffisance l'absence de dialogue social, parce que le gouvernement a eu le temps de se réunir et de prendre des mesures, fermeture des frontières, fermeture des écoles, et puis les mesures barrières liées à la Covid
ont été édictées et ont été prises lors d'une réunion gouvernementale. Et pourquoi ne pas étendre cette réunion aux syndicats en ce qui leur concerne par rapport à l'école? Donc, il ne peut pas dire que c'est vrai, la Covid a été une surprise générale qui a mis le monde entier à genoux. Mais, quels que soient les motifs, on ne devait pas fermer comme ça les écoles pour nous enseignants apprendre ça à la télévision nationale. Ceci étant, nous avons dénoncé et nous avons continué, nous avons observé. Le 2 juin, avant le 2 juin, très honnêtement, nous avons été appelés par le département de l'éducation pour nous dire, bien avant le 2 d'ailleurs, pour nous dire qu'ils ont souci de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas voir la Covid qui était en train de prendre une dimension exponentielle, propagée de façon exponentielle, et fermer les yeux parce que quelque part les enseignants sont là-bas, disons les enfants sont là. Si on n'agit pas, ils seront sacrifiés. Donc c'est soit l'année blanche où vraiment il y aura un manquement par rapport à leur formation. Alors ils ont initié les cours à distance. Certains syndicats ont eu du mal, en fait, ont rejeté carrément les cours à distance, ont même écrit officiellement. Nous, par contre, on a participé activement à l'élaboration des plans de communication, des cours, de la préparation des cours et de la dispensation également des cours en ligne, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux, en ce qui nous concerne. Parce que nous, on voit une autre dimension. C'est vrai, il y a des déficits de communication, mais nous ne devons pas aussi croiser nos bras puisqu'on ne nous a pas communiqué et dire que voilà, on ne va pas agir. Nous n'agissons pas pour faire plaire au gouvernement. Nous avons agi pour le bonheur des enfants, le bonheur de la chose à enseigner. C'est ainsi que, très honnêtement, on a pris part à tous les processus jusque-là. Alors, à l'ouverture également des écoles, les deux, en ce qui concerne les classes d'examen, tous les syndicats au Mali ont été informés. Alors, il y avait des réticentes au niveau des autres syndicats parce que ça trouvait qu'ils étaient à une série de grèves. Ils avaient observé une série de grèves. Nous l'avons observé ensemble, mais nous avons dû écouter nous avons dû suspendre notre participation à la grève pour dire qu'il faudrait changer de stratégie de lutte. Alors, l'ouverture du 2 a été quand même effective sur toute l'étendue du territoire national en ce qui concerne nos militants, les militants SNEC, et au niveau de tous les ordres d'enseignement, surtout les classes d'examen, parce qu'il s'agissait seulement des classes d'examen. Une semaine, 2 semaines après, les autres syndicats ont eu des accords en ce qui concerne les doléances avec le gouvernement, alors ce qui a permis une reprise effective au niveau de toutes les classes d'examen. Alors, donc, reprise, oui, on ne savait pas dans quelles conditions on allait reprendre parce que il y avait cette mentalité, il y en a qui ne croyaient pas encore jusque-là, malheureusement, à cette Covid. Il y en a qui disent également, voilà, nous sommes acclimatés, nous ne pouvons pas attraper la Covid. Alors, il y avait qui avaient aussi très peur d'aller en classe malgré les mesures barrières édictées par le gouvernement en ce qui concerne le port des masques, 25 élèves par classe. Et surtout, les kits de lavage de mains. Alors, ceci n'a pas été respecté, disons-nous très clairement, dans toutes les écoles au Mali. Mais dans la majorité des écoles, oui, il y avait des kits, il y avait des kits de lavage de mains, mais on était confronté à un problème de masque, tout. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, toutes les écoles, toutes les classes d'examen sont ouvertes, même les évaluations sont faites. Les mesures barrières
sont en train d'être améliorés au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que nous constatons des manquements, nous faisons la pression syndicale pour exiger à ce qu'on nous amène les kits ou les lavages à main ou même les gels hydroalcooliques. Voilà un peu ce qui se passe au Mali, mais de façon générale, ce mois-ci, on a vu une montée en puissance de cette Covid au niveau de la région de Tombouctou. Mais en ce qui concerne le Mali de façon générale, ces 2 dernières semaines, vraiment, il y a eu des jours où on a 0 cas de Covid déclaré. Souvent, ça monte 10 cas confirmés, souvent 0 cas, souvent 3 cas. Voilà la situation du Mali. Quoi qu'il en soit, nous avons dit on ne peut pas laisser le gouvernement aussi. Nous bousculons, c'est vrai, le gouvernement, on dirait qu'il y a cette mauvaise volonté de dialogue social, mais nous, syndicats, nous ne nous laissons pas aussi faire. Nous agissons syndicalement, nous partons vers eux pour dire on ne comprend pas, il faudrait qu'ils nous disent quelque chose ou qu'ils nous associent à la prise de décision en ce qui concerne vraiment l'école. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, M. Moustapha Guitei, pour ces informations relativement à la situation au Mali. Vous avez emboîté le pas à Mme Dansoro en disant que les syndicats et les enseignants n'étaient pas tellement impliqués dans le processus de fermeture. Mais quant à l'ouverture, quand même, l'État a eu à se rattraper en impliquant plus ou moins les enseignants et les syndicats. Et on souhaite que cela se poursuive, n'est-ce pas? Et merci beaucoup. Donc, de la même manière, je vais inviter les participants à vous adresser les questions qu'ils auraient à travers le chatroom. Donc, je vous invite à consulter aussi le chatroom pour voir s'il y a des questions qui vous sont adressées. En tout cas de cause, M. Djibril Bokoum de l'UNESCO Dakar nous fera le plaisir de vous envoyer ces questions-là lors de la session de questions-réponses. Merci beaucoup. À présent, nous continuons avec une autre collègue. Je ne sais pas si Mme Geneviève du Cameroun est en place. Apparemment, je ne la vois pas. Mais en attendant qu'elle se joigne à nous, nous allons inviter notre collègue Cheikh Sidati Fall, qui est enseignant au Sénégal, pour qu'il partage avec nous son expérience. Je signale, que M. Fall a été infecté de la COVID, mais heureusement, il en est guéri. Il avait même contaminé sa famille. Il nous en dira un peu plus, je pense. Monsieur Fall, si vous êtes en place, je vous donne la parole. Cher. Allô? Allô, cher, oui. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Vous avez la parole. Ah, d'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Cheikh Sidati Fall. Je suis professeur d'anglais dans un lycée du Sénégal. Je suis très heureux de participer à cette rencontre sous forme de webinaire. Tout simplement pour essayer de partager mon histoire, l'histoire que j'ai vécue en tant qu'ancien patient de la COVID-19. Bon, tout a commencé depuis que le gouvernement sénégalais a décidé de rouvrir les écoles. Normalement, c'était le 25. Bon, comme on nous avait communiqué la date du 25, nous étions obligés donc de nous rendre à nos postes. Donc, naturellement, j'ai dû quitter ma ville natale, Thiès, qui est à 70 km de Dakar, pour aller rejoindre mon poste à Kaffrine, qui se trouve à l'intérieur du pays. Bon, quand je suis allé là-bas, tout allait bien. Le 25, on a vu que presque toutes les mesures, toutes les mesures étaient prises et qu'il y avait ce qu'on appelle la distanciation sociale, l'utilisation des masques, les gels hydroalcooliques et tout allait bien. Et naturellement, le premier jour, j'ai commencé à faire cours. Dans la classe, on avait divisé nos classes en 20. Il y avait des classes de 20 élèves, pas plus. Donc, j'avais 2 terminales, on les avait divisées à 20. Donc, finalement, je me retrouvais avec 18 heures pour 2 terminales. Le premier jour, les autorités étaient même venues dans ma classe, le gouverneur accompagné du préfet. Il y avait aussi l'inspecteur d'académie qui était sur place et Madame la proviseure et les autres autorités locales qui étaient aussi venues pour voir est-ce que tout allait bien.
effectivement, tout allait bien parce qu'il y avait les masques et autres. Et je taquinais même mes élèves en leur disant que, bon, actuellement, dans cette zone, il n'y a pas trop d'infections. Le virus n'est pas en train de circuler trop dans cette zone. Mais méfiez-vous parce que nous qui sommes enseignants, nous venons de zones très infectées. Donc, je les ai même dit que moi-même, je peux être porteur sans le savoir. Donc, il faut faire très attention. Et même lors des séries d'exercices que je faisais, j'évitais de donner la craie aux élèves. Donc, ils me donnaient directement la réponse. S'il y avait quelque chose à écrire, j'écrivais au tableau. S'il s'agissait d'effacer aussi, je le faisais moi-même. Donc, tout allait bien. Jusqu'au 28 ou 29, je pense, c'était lors du week-end. Le dimanche, je me suis senti un peu bizarre. Donc, je ressentais des maux de tête et un peu de fièvre. Bon, comme tout bon Africain ou bien tout bon Sénégalais, je me suis dit que c'est pas grave, c'est une grippe peut-être, quoi. Après, je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté des médicaments là-bas, Doliprane, vitamine C. Bon, j'ai pris ces médicaments. Le dimanche, à partir de 17h, tout allait bien. Bon, lundi matin aussi, j'ai ressenti la même chose. Donc, j'avais encore pris mes médicaments, mais je ne voulais pas aller à l'école. J'étais obligé d'alerter les autorités de l'école pour leur dire que, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je me sens un peu fébrile. Je ne veux pas débarquer, venir faire cours et ne pas être testé. Ça pourrait être dangereux pour soit les élèves, soit l'administration. Le censeur m'a dit, d'accord, donc on va essayer de te mettre en collaboration avec un médecin qui va voir. Après, on m'a mis en relation avec un médecin qui m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que bon, ça va. Il m'a dit, est-ce que pour l'odorat et le goût, ça va? Je dis, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, il m'a dit, n'empêche, viens, on va essayer de faire le test pour voir. Donc, c'était le lundi, mardi, mercredi, je suis allé sans problème là-bas. J'ai fait le test. Et à ma grande surprise, les résultats sont sortis le jeudi soir. On m'a appelé pour me dire, Monsieur Fall, malheureusement, vous avez contracté le virus. Et là, pour dire vrai, j'étais tellement abasourdi, ça m'a mis KO en quelque sorte, parce que d'après ce que je voyais à travers les télévisions en Europe et autres, je me suis dit que c'est fini. Intérieurement, je ne ressentais pas quelque chose d'extraordinaire, mais automatiquement, vous savez, si l'être humain est confronté à quelque chose qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou bien qui peut être source de mort, ça peut causer problème. Donc, j'étais même obligé de ne pas dire ça à ma famille parce que je sais que si je le disais à ma famille, ma mère allait tomber malade automatiquement. Bon, ils sont venus, ils m'ont donné leurs médicaments, hydroxychloroquine, azithromycine, etc. Après, ils m'ont demandé d'être un peu en retrait, de m'isoler et de ne pas toucher mes enfants, ma femme et les autres. Parce qu'il y avait ma femme, j'ai 2 enfants, un garçon de 3 ans et demi et un nouveau-né de 9 mois. Donc, c'était un peu dur de les voir comme ça, de ne pas les toucher. Et souvent, les enfants même ne comprenaient, ils passaient presque tout leur temps à pleurer parce qu'à chaque fois qu'ils s'approchaient de moi, je les rejetais. Donc, c'était un peu dur. Mais, malheur pour malheur, le lendemain aussi, on avait testé ma femme et après, on m'a dit aussi qu'elle aussi, elle a le virus. Et là, j'étais abattu parce que je savais qu'elle était en train d'allaiter un nouveau-né de 9 mois. Donc, je me suis dit que toute la famille allait être infectée. Donc, j'ai dû passer des moments très difficiles durant ces jours-là. Après, bon, finalement, le médecin m'a aussi dit que, bon, d'après ce qu'on a vu, c'est pas tellement grave parce que comme si vous ne souffrez pas de problèmes respiratoires, si vous n'avez pas aussi des maladies telles que l'hypertension ou bien le diabète, c'est pas tellement grave. Vous êtes jeune, parce que j'ai moins de 40 ans, vous êtes jeune, donc peut-être qu'avec un peu d'effort, ça ira. Bon, j'ai été obligé aussi d'appeler mes voisins parce que j'avais eu à rencontrer quelques personnes, des amis et des collègues. Je les ai dit, on m'a dit que on m'a testé positif, donc prenez vos gardes. Intérieurement, je sais que ça va, mais vous pouvez être aussi des personnes asymptomatiques. Donc, si vous ressentez quelque chose, vous me faites signe et je vous mets en rapport avec le médecin pour qu'il vienne normalement vous faire le test. Donc, vraiment, ça a été dur. On a continué à vivre normalement, mais on nous a confinés dans notre maison. On ne pouvait pas sortir.
Donc, la prise en charge au départ n'était pas tellement, parce que l'État a dit que normalement, les patients à domicile, on va les prendre en charge totalement. Mais la prise en charge, même du côté médical, laissait à désirer. Au départ, on m'a donné tous ces médicaments-là, mais il y avait d'autres médicaments, on m'a prescrit des ordonnances et j'étais obligé d'aller acheter ça. Donc, c'était un peu difficile. Concernant la nourriture aussi, on était obligé d'appeler les voisins et des collègues qui allaient souvent au marché nous faire quelques achats. Donc, au départ, c'était très difficile, très difficile. Et finalement, ça s'est décanté. Bon, on a continué à vivre normalement, à prendre nos médicaments et à respecter les mesures barrières. Bon, 10 jours après, l'équipe est revenue avec son matériel. On nous a testé pour voir si tout allait bien. Après, le lendemain, le test est revenu et c'était négatif. Ouf de soulagement. Bon, je m'étais dit que ça va, quoi. Bon, mais il fallait refaire ça aussi 48 heures après pour être sûr qu'il n'y avait rien et que je ne pouvais pas, par exemple, transmettre le virus. Donc, 2 jours après, ils sont revenus et ils ont refait le test et c'était négatif aussi pour moi et ma femme. Et vraiment, ça a été un ouf de soulagement pour moi. Et toute la ville était au courant de ça. Bon, moi, mais maintenant, le problème, c'est que concernant la stigmatisation, moi, j'avais pris ça d'une manière philosophique. Comme ce n'était pas une maladie de la honte ou quelque chose comme ça, moi, le regard des gens ou bien ce qu'ils disaient importait peu pour moi. Donc, moralement, j'étais bien moralement. Mais je dois aussi dire que mes collègues, mes parents et mon entourage, en quelque sorte, m'ont aidé vraiment parce que je n'avais pas besoin de psychologue. À chaque fois, ils m'appelaient pour me réconforter, pour me remonter le moral, pour me dire que bon, ça va, tout ira bien. Donc, vraiment, en Afrique, bien au Sénégal, nous, on n'a pas besoin souvent de psychologue. Il y a les gens qui sont là. Quand on a un problème, on n'a qu'à partager ça avec les autres et c'est sûr qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Donc, ça, sur ce côté-là, c'était OK. Concernant aussi la stigmatisation, bon, au départ, c'est sûr que les gens vont te regarder en disant que oh, c'est le gars qui a chopé le virus. C'est un peu dur, mais bon, on fait avec. Quand on m'a donné maintenant la permission de sortir, je suis sorti naturellement dans la ville et je sortais le jour, pas la nuit, le jour et je marchais dans la rue. À chaque fois que je voyais quelqu'un que je connaissais qui ne voulait pas me regarder, je l'appelais oh, et je le saluais donc pour lui montrer que je vais bien. Je vais bien. Bon, peut-être je l'ai chopé lors de mon voyage pour venir à Kaffrine, mais ça ne veut pas dire que c'est une maladie très, 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 très grave. On peut vivre avec. Il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui vivent avec la population sans problème. Donc, vraiment, c'est en quelque sorte mon histoire, l'histoire que j'ai vécue en tant que patient de la COVID-19. Donc, ce qui m'a fait un peu mal, c'est que j'étais obligé de quitter mes élèves, n'est-ce pas? Ça a dû être un peu difficile pour eux et on a été obligé d'appeler un autre professeur qui venait juste d'arriver pour qu'il reprenne les cours normalement, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. J'espère que cette année va se terminer d'une manière correcte et que les élèves vont essayer de tout faire pour réussir à leur examen. Donc en quelque sorte, chers internaute, je voulais dire, c'est mon histoire en quelque sorte, l'histoire que j'ai vécue en tant que patient de COVID-19. Maintenant, si vous avez des questions aussi à me poser, je suis prêt à répondre à ces questions-là. Merci beaucoup. Merci, M. Fall, pour cette histoire vraiment émouvante, n'est-ce pas, que vous avez vécue personnellement. Et une histoire marquée par une psychose, la psychose de l'isolement au sein de votre famille elle-même, mais la psychose de l'isolement de votre famille par rapport au reste de la communauté. Mais vous avez aussi parlé de la prise en charge au niveau étatique qui n'a pas été très, 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 très complète. Que nous y reviendrons. Mais ce que je relève, n'est-ce pas, de votre discours, c'est la non-stigmatisation de la part de la communauté. Parce que ça aussi, c'est important. Si la communauté joue le rôle qu'elle doit jouer en ne stigmatisant pas les patients, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Et il y a certaines valeurs africaines que nous pouvons jouer à travers les relations que nous avons avec les nôtres.
Donc, merci beaucoup. Certainement, les participants vont vous adresser des questions. Je commence à voir déjà des questions qui sont adressées à des panélistes. Donc, merci pour cela. Je vais revenir, Madame Geneviève du Cameroun, est-ce qu'elle est présente? Madame Geneviève? Apparemment, elle n'est pas présente. Bon, nous avions aussi convié Monsieur Dr Mahama de l'Union africaine. Bon, je ne sais pas si Dr Mahama, est-ce qu'il est avec nous? Mais en attendant, on peut voir, Djibril, est-ce qu'il y a des questions qui sont adressées aux panélistes? Est-ce que vous pourrez convoyer ces questions-là aux panélistes? Oui, Salih, il y a une très bonne question qui est adressée à la question de M. Saïpsi qui dit qui s'adresse aux représentants des syndicats en disant que l'un des impacts de la COVID a été aussi la non-perception des salaires des enseignants du pays. Quel a été l'appui des syndicats afin d'appuyer ces enseignants à l'image des appuis octroyés aux différents secteurs par les pays? Est-ce que c'est clair? Oui, je pense absolument. Que c'est adressé à M. Guité et à Mme Dansokho. Monsieur Guité, oui. Allez-y. Oui, effectivement, nous, dans notre secteur, dans notre syndicat, nous avons une section du privé laïque. Alors, depuis la fermeture des classes, ce secteur a été carrément laissé pour compte. Les salaires ont été automatiquement suspendus et jusqu'aujourd'hui. Bon, il y a des promoteurs qui voulaient passer directement à des licenciements pour motifs économiques. Nous avons démarché ces promoteurs pour leur dire non. Nous nous opposons à toute forme de licenciement. Et mieux, nous avons écrit avec l'appui de notre centrale syndicale, l'INTM, qui a adressé une correspondance au président de la République pour parler de ses inquiétudes par rapport aux établissements hôteliers, tous les secteurs informels, privés, alors qui ont été frappés par la Covid, notamment les écoles privées font partie. Alors, il y avait deux soucis, non seulement des mesures sociales pour permettre à ces pères de famille, à ces mères de famille de pouvoir avoir quelque chose, mais aussi et surtout par rapport au maintien de leur emploi. Alors, nous avons eu des réponses vraiment favorables du côté du gouvernement puisque nous avons été reçus par 2 fois par le Premier ministre qui est en train de tout faire pour pouvoir faire quelque chose au niveau de ce secteur, notamment des enseignants des écoles privées. De façon globale, on a tous eu la réduction d'eau, d'électricité, sinon à 0 franc de 2 mois, mais ça ne suffit pas. Là, on parle de salaire. Et nous sommes en train de suivre ce qui a déploré. Actuellement, nous traversons au Mali une crise politique inédite où nous avons fait à peu près 40 jours sans gouvernement. Ce n'est qu'avant-hier qu'un mini-gouvernement de 6 membres a été mis en place. Alors, nous sommes en train de suivre ce domaine-là. Et vraiment, ce domaine aussi, ces enseignants des écoles privées ont vraiment souffert. Mais je crois que dans un mois, ça sera un triste souvenir. Merci. Merci beaucoup, M. Guité, pour ces éléments d'information relativement à la question qui a été posée par notre collègue. Madame Dansokho, vous avez des éléments? Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais, avant d'arriver à cette question, vraiment
saluer le courage de M. Cherfal, qui a bien voulu venir nous parler de son expérience. Parce qu'il faut être vraiment courageux pour le faire. Il a eu la chance d'être dans des centres urbains. Il n'a pas été très stigmatisé, il a été soutenu, comme il a dit. Sa prise en charge a posé problème quelque part. Mais heureusement, le plus important, c'était de s'en sortir avec sa famille. Et aussi son niveau de compréhension de la chose. Mais cela nous amène à parler du problème de la stigmatisation. Ici, au Sénégal, beaucoup d'enseignants n'ont pas eu cette chance. Même des enseignants non infectés se sont vus refuser leur chambre dans leur localité d'enseignement, par exemple. Donc, vraiment, c'était un courage qu'il fallait vraiment saluer parce que si on a le temps, peut-être on reviendra sur ces problèmes de stigmatisation, mais ça a été un grand problème pour les enseignants. Et le gouvernement y a contribué parce que j'ai parlé de la reprise avortée du 2 juin. Il y avait certes d'autres raisons, mais ils ont pointé sur l'infection de dizaines d'enseignants qui aurait qui aurait poussé à repousser la réouverture des classes. Donc, c'est comme si on a poussé les enseignants au devant de la scène d'une mauvaise manière et voilà, les dégâts étaient ouverts. Bon, ceci étant dit, par rapport au privé, je devrais commencer par dire que nous avons, en tant que syndicat, tous compati à la situation des enseignants du privé. Parce que dès que les parents ne payent plus, les promoteurs trouvent un alibi pour ne pas payer les salaires. Mais nous pensons qu'il y a des différences qu'il faut faire entre les privés. Quand on est promoteur privé à un certain niveau, une suspension de paiement des frais de scolarité ne devrait pas systématiquement entraîner la rupture du paiement des salaires. C'est pour dire que donc, au niveau de ces privés-là, il y a un travail énorme à faire parce qu'il y a différents types de privés. Et le soutien est nécessaire, mais surtout cibler les secteurs les plus vulnérables dans ce privé-là pour pouvoir maintenir les salaires. Et ensuite, au niveau des enseignants du privé, il y en a beaucoup pour qui c'est des compléments. Parce qu'il faut oser le dire, c'est des enseignants du public qui donnent des cours dans les privés. Donc, il y a toute une étude autour de la question. Malgré tout, ils ont estimé tout privé confondu à 12 milliards, par exemple, leurs besoins, au moment où ils n'ont reçu qu'un seul milliard. Vous voyez ce que cela représente. Si tous les établissements privés doivent être dans cette cagnotte-là, ça va être insignifiant, bien sûr. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas de raison, en tout cas, d'aller vers la rupture de paiement de salaire, quelle que soit, en tout cas, la situation. Et que je pense que la COVID a donné l'opportunité, en tout cas, d'étudier de façon froide la situation des privés, des établissements privés dans nos pays respectifs. Les catégories de privés, etc., etc. C'est tout un travail qu'il faut faire pour qu'on ne puisse plus en arriver à ces questions de rupture de salaire à l'avenir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la question. Merci. Merci beaucoup, Madame Dansokho. Merci pour ces éclairages. Et Djibril?
Allô? Oui, oui, Saliou, je t'écoute. Djibril, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, non, pas à ce que je vois sur mon écran. Je ne vois pas de nouvelles questions en ce moment. OK. Mais il y a des contributions. Par exemple, je vois une contribution de Chelsea qui dit... Oui, oui. Ça, merci je viens pour... effectivement. Et oui, il y a une contribution de Chelsea, effectivement, qui remercie d'abord tous les intervenants, qui remercie M. Fall pour avoir partagé son expérience, car dès qu'il parle de son expérience, bon, il contribue à la déstigmatisation de la maladie. Voilà okay. Ce que donc la contribution de Chelsea. Et c'est ce que Madame Dansokho disait, en parlant de l'audace, vraiment du courage que Cheikh a eu pour partager, n'est-ce pas, son expérience. Je voudrais signaler la présence, pour nous en féliciter, de Madame Anna Elisa, directrice de UNESCO à Éthiopie, Addis Abeba. Donc, vraiment, directrice, c'est un honneur pour nous de vous avoir. Mais aussi de Denis Signolo. C'est un plaisir pour moi aussi. C'est très important tout ce que je suis en train d'entendre. Merci. Pas? Merci. Peut-être que d'ici quelques minutes, on vous donnera la parole pour dire quelques mots, n'est-ce pas? Et on a aussi Denis Signolo de l'Éducation internationale qui nous a fait l'honneur d'être présent, n'est-ce pas? Et je vois que Saïd dit qu'il serait bien de discuter sur la stigmatisation et le rôle de la communauté, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un point important parce que la communauté doit jouer un rôle. Elle a un rôle à jouer, n'est-ce pas, pour participer à la banalisation plus ou moins de cette maladie-là. Je ne sais pas si un des panélistes, un des participants pourrait vraiment partager une histoire qu'il aurait vécue relativement à cette stigmatisation ou à cette non-stigmatisation, et en tout cas donner son avis sur le rôle que la communauté doit jouer, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Je signale que nous avions prévu une autre panéliste qui nous vient du Cameroun, mais certainement qu'elle a un problème de connexion, c'est pourquoi elle ne s'est pas jointe. Salut. Oui. Moi, je vois bien sur mon écran que la panéliste du Cameroun vient de rejoindre la réunion. Je vois pardon? Je vois bien. Allô? Allô? Alors, Djibril, il y a un écho là, je ne vous entends pas bien. Oui, l'écho ne vient pas de moi. Je dis juste que voilà, je vois que notre panéliste du Cameroun a rejoint la réunion. Ah, très bien. Oui. Je pense que c'est elle que je vois en vidéo. Geneviève. Oui. Ah, Geneviève, bienvenue. Merci. Désolée pour le retard. Nous attendions certainement que vous aviez un problème de connexion. Donc, sans plus tarder, je vous donne la parole pour que vous nous fassiez cas de votre, de votre expérience. Ok, bonjour à tous. Oui, bonjour. J'ai du mal à voir. Je crois que ça va. Tout le monde m'entend. Oui, mais si vous voulez, vous pouvez aussi désactiver la vidéo pour une meilleure écoute, si vous voulez. Hein. Ok. Allez-y. Comment on éteint ça? Allez-y, comme ça, c'est bon. Ok, donc voilà, je m'excuse pour le retard. En réalité, les examens sont en train de se passer chez nous ici. Donc, voilà, il y avait un problème de connexion, mais également, il y a, actuellement, je suis en poste. Il y a des examens qui se déroulent. Donc, comme la thématique du webinaire, c'était justement pour la reprise des cours. Je peux commencer déjà par dire que les cours ont repris ici au Cameroun le 1er juin 2020 avec une note du ministère qui, justement, premier ministère et ministère des enseignements secondaires qui
réouvrait les écoles parce que les centres de formation, les écoles, lycées, écoles primaires étaient fermés. Donc, le 1er juin, les écoles ont réouvert avec certaines dispositions qui ont été prises, à savoir le nombre d'élèves par classe, à savoir les mesures barrières qui étaient respectées. Le gouvernement avait donné à tous les établissements, je crois, des masques de protection, des gels hydroalcooliques, et chaque établissement mettait un dispositif au savon pour que les élèves puissent se laver les mains avant d'entrer en classe. Pour le cas de mon établissement, il y a un système de mi-temps qui a été mis en place, à savoir que les élèves venaient le matin à 7h30 jusqu'à 12h et de 12h30 jusqu'à 15h30, étant donné que le nombre d'élèves par classe était limité. Et il fallait absolument que tous les élèves puissent venir à l'école. Donc voilà, en fait, vraiment, grosso modo, les mesures qui ont été prises et comment les classes ont repris ici. Voilà, est-ce que, là j'aimerais avec une question directement, est-ce que les enseignants et les organisations de syndicats ont été impliqués directement dans le processus de réouverture? Si oui, comment? Bon, ce que je peux dire, c'est que les syndicats n'ont pas été consultés. Et voilà, bon, pas qu'ils n'ont pas été consultés, ils ont été consultés puisqu'il y a eu des réunions avec le ministère des enseignements secondaires, avec le premier ministère. Mais maintenant, il allait de chaque organisation, vous savez, il y en a beaucoup. Mais l'organisation, c'était plus par établissement. Donc, c'est chaque établissement qui, avec le paquet qui a été acheminé par le gouvernement, qui le distribuait pour les enseignants. OK, d'accord. Merci beaucoup, Madame Geneviève, pour avoir partagé cette expérience-là au niveau du Cameroun. Merci beaucoup. Certainement qu'on vous posera certaines questions relativement à cela. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une idée à partager par rapport au rôle qu'on attend, à la fonction qu'on attend de la communauté relativement à la stigmatisation ou la déstigmatisation. Est-ce que quelqu'un pourrait partager son opinion là-dessus? Avant qu'on donne la parole à monsieur Emmanuel Doré. Oui, je vois Madame Dansoro. Oui, oui. Bon, je peux y aller? Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que dans cette... on a parlé de la stigmatisation. Quand on parle de stigmatisation, effectivement, c'est par rapport à la communauté de façon générale. C'est pourquoi il est important que la communauté elle-même soit assez informée des tenants et des aboutissants de cette pandémie pour pouvoir être le relais et assurer la communication de proximité pour éviter toute forme de stigmatisation. Je pense qu'il y a eu une erreur de départ parce que si la communication est restée institutionnelle, finalement, il y en a qui y croient, qui n'y croient pas, et les gens finissent par se lasser. Je prends mon exemple, ça fait quelques jours, je n'écoute plus les communiqués de 10h du matin à la télévision ou à la radio. On se lasse. Mais quand c'est les communautés elles-mêmes, les chefs de quartier, par exemple, ce qu'on appelle chez nous au Sénégal, les Badianougor, etc., c'est-à-dire c'est des personnes relais au niveau des communautés pour gérer la proximité. Ça peut être plus efficace. En tout cas, dès le départ,
pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, les acteurs se sont impliqués, je l'ai dit dans mon introduction. Les enseignants, leur organisation, la société civile se sont impliqués dans la sensibilisation en produisant des spots dans ce sens, etc., etc. Mais pour dire tout simplement que si cette information précise, parce que dans cette circulation de l'information également, quelquefois, de fausses informations peuvent être distillées. Et cela pousse même les populations, en tout cas certaines catégories, à penser que cette maladie, c'est une invention, ça n'existe pas, etc. Et c'est ce qui fait évoluer les cas. Ici au Sénégal, on parle de cas communautaires parce que tout simplement, quelque part, il y en a qui n'y croient pas. Donc, si on responsabilise des personnes au niveau des quartiers, et qu'on leur donne les moyens d'assurer cette communication-là, je pense que ça peut régler le problème de la stigmatisation. Par exemple, je prends avec la réouverture avortée. Jusqu'à cette date, il y a une région du Sénégal qui n'avait pas de cas d'infection. Mais depuis qu'on a parlé de réouverture et d'enseignants stigmatisés, les enseignants qui devaient rejoindre leur localité se sont vus refuser leur logement. Les populations de cette localité n'en voulaient plus, et de plusieurs localités d'ailleurs. Vous voyez? Donc, si ces populations-là, ces communautés-là étaient largement informées de cette pandémie, qu'on leur ait expliqué que ce n'est pas une maladie honteuse, comme le disait monsieur Fall tantôt. Il n'y aurait pas de raison, malgré le système de contamination rapide et tout ça, il n'y aurait pas trop de dégâts ou trop de stigmatisation. Donc, pour dire tout simplement que c'est important que les stratégies de communication soient bien étudiées, que toutes les personnes qui sont censées être impliquées le soient pour avoir des résultats. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Voilà, merci beaucoup, Madame Dansokho. Je pense que c'est une analyse très, très pertinente, tirée même de l'expérience, n'est-ce pas, du Sénégal. Monsieur Guitey, vous avez un avis là-dessus, sur la participation de la communauté, l'implication de la communauté? Guitey? Allô? Monsieur Guitey? Bon, apparemment, il ne m'entend pas. Apparemment, il ne m'entend pas. Maintenant, est-ce qu'on peut donner une minute à Madame Anna-Elisa pour qu'elle salue simplement, qu'elle dise bonjour à l'assistance avant qu'on donne la parole à Monsieur Dori Emmanuel? On attendait Dr Mahama de l'Union africaine, mais apparemment, il a quelques soucis avec la connexion. Madame la directrice? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci de... Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend bien. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, moi, je dis que vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer, suivre à cette webinaire. Donc, pour ce que j'ai pu voir, tout d'abord, je voudrais vraiment saluer à tous les participants, en particulier à tous les enseignants qui sont, je veux dire, des vrais héros pendant ces temps, qui sont en train de reprendre les cours pour permettre aux apprenants d'avoir ce droit, d'exercer ce droit à l'éducation qui nous est tant cher. J'ai pu, pendant presque 40 minutes ou 45 minutes, écouter vos témoignages sur la situation des enseignants, donc notamment la question des
de leur salaire, surtout ceux qui sont dans le secteur privé, la situation des familles. Et moi aussi, je voudrais vraiment saluer le courage de, je crois, M. Fall, qui a pu faire son témoignage en tant que personne infectée par le Covid, et donc il souhaitait, ainsi que toute sa famille, des vœux de prompt rétablissement. J'ai pris note du rôle de la communauté, dans dans la gestion de cette situation de pandémie, de l'importance de l'information, d'être informé, mais bien sûr, trop d'informations peut aussi tuer l'information et avoir un effet contraire. Donc, la situation des élèves, comment ils perçoivent, comment les apprenants perçoivent en fait cette pandémie. Il a tendance à la banalisation. C'est déjà une question qu'au cours des classes, de l'action des enseignants, il faut faire davantage pour que les apprenants qui sont au cœur de tout le processus d'enseignement et apprentissage, pour qu'ils puissent comprendre que ce virus, il est bel et bien là, il est là pour rester. Et donc, c'est une question de comportement. Quel est le comportement, surtout pour ces élèves qu'il est possible encore de les faire comprendre que la distance sociale, l'hygiène des mains et le port du masque sont pour le moment les moyens de prévention les plus efficaces. J'ai pris note que cette situation de pandémie, elle va de pair aussi avec d'autres problèmes que nos sociétés font face, et notamment la question politique. Donc, le cas du Mali a été cité comme exemple, mais il y a d'autres pays où la situation politique ou les tensions entre les citoyens et les gouvernants s'aggravent en ce moment de pandémie. Et bien sûr, la situation économique, parce que quand l'enseignant est infecté, il doit quand même se déplacer pour trouver à manger. Ça reflète aussi une situation économique de nos enseignants, de nos populations qui vivent au jour le jour. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi toutes les mesures prises par les gouvernements pour essayer de créer les conditions dans des classes souvent nombreuses, mais qu'il faut créer les infrastructures nécessaires à faire face à la pandémie. Bien sûr, je souhaite beaucoup de courage et à tous les enseignants qui sont en ce moment en période d'examen. Et donc, je le souhaite aussi plein de succès dans cette mission. Les syndicats, c'est aussi très important, j'ai pris note de prendre en considération la consultation avec les enseignants, tant dans l'ouverture comme dans la fermeture des écoles. Voilà ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de suivre cet webinaire. Bien sûr, je ne peux pas ne pas féliciter l'ICBA, que pendant toute cette période de la pandémie, a tenu à faire des webinaires avec les enseignants de tout le continent. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Merci pour ce message très, très, très encourageant. Je pense que les uns et les autres ont pris bonne note et vraiment, ça va servir de viatique à tous les participants. Encore merci. À présent, nous allons donner la parole à M. Emmanuel Dori pour qu'il tire les conclusions et nous donne quelques recommandations après avoir écouté les différents panélistes exprimer leur expérience, partager leur expérience. Monsieur Dori. Merci beaucoup.
à vous et à tous ceux qui nous suivent à présent. Merci pour cette opportunité et en même temps cette charge que vous me donnez de parler après tant de personnes aient déjà parlé. Je pourrais dire qu'au sorti de cette discussion, on peut retenir que même si l'école s'arrête, les apprentissages en général devraient pouvoir se poursuivre. Les gouvernements, avec le soutien des donateurs et d'autres partenaires, doivent pouvoir relever les défis auxquels sont confrontés tant d'enfants aujourd'hui, y compris les plus marginalisés, pour ne pas manquer l'objectif 4 du développement durable. Le droit à une éducation sûre, de qualité, inclusive et équitable ne prend pas fin en cas d'urgence. Ça, c'est quelque chose au cours de la discussion qui est d'une manière ou d'une autre ressorti. Les enseignants ici ont donné de la voix et déplorent tout de même que si aujourd'hui ils sont en train de participer à l'effort commune donc pour la réouverture des écoles et la continuité de l'éducation. Ils déplorent néanmoins que c'est à leur surprise générale, y compris leur corporation syndicale, qu'ils ont appris la fermeture des écoles, chose qui aurait dû pouvoir se faire de façon inclusive et de façon participative pour minimiser les risques auxquels on a fait face, et ce jusqu'à présent. Au moment où certains pays envisagent bien sûr la réouverture des écoles, le rôle des enseignants aujourd'hui, leur connaissance des besoins de leurs apprenants et leur expertise pédagogique sont essentielles à l'élaboration de stratégies efficaces. Les réponses éducatives face à la COVID-19 ainsi que les stratégies de réouverture des écoles doivent nécessairement se faire avec la participation des enseignants et les experts en éducation dont le besoin de soutien continu n'est plus à démontrer. En termes de leçons apprises, on peut dire qu'au regard du nouveau contexte et des challenges qu'il comporte pour la continuité de l'éducation, les responsables scolaires, y compris les enseignants, devront pouvoir définir les priorités et reconnaître que les compromis sont parfois nécessaires, chose que beaucoup d'enseignants ont compris avec leur corporation syndicale pour être entre-temps flexibles par rapport à certaines requêtes qui leur sont formulées, soit de la part de la société civile, soit de la part des parents d'élèves ou encore de la part du gouvernement. Dans son témoignage, Mme Geneviève Ngo-Djon s'est apaisantie suffisamment sur ces éléments pour faciliter la distanciation physique. Par exemple, les écoles peuvent devoir réduire le nombre d'enseignants et d'élèves dans leurs locaux. Beaucoup de méthodes ont été employées à plusieurs niveaux dans beaucoup de pays pour faciliter la continuité de l'éducation. Et pour continuer dans ce sens, il a été également mentionné que les enseignants, le personnel scolaire et les organisations représentatives devraient être amenés à participer activement à la définition des politiques même et des plans de réouverture des écoles, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité, les mesures barrières et même tout ce qui doit protéger, y compris les élèves et le personnel éducatif. Et donc, une communication avec les enseignants, les apprenants et le personnel de soutien à l'éducation à propos de la réouverture peut servir à expliquer davantage les attentes et à mettre en évidence leur rôle dans la réussite des efforts qui sont encore actuellement en train d'être vécus à travers beaucoup de pays. Comme la décision de réouverture des écoles émane des autorités nationales, il sera important de développer un dialogue social inclusif et franc, pour répondre encore les propos de Madame, pour faire en sorte à ce que tout le corps éducatif, pour mieux comprendre leurs préoccupations, que ce dialogue-là puisse vraiment se mener dans tout le processus afin d'obtenir un appui de tous les acteurs dans le processus. Chose qui a malheureusement manqué selon Madame Mariam Sako Dassonko, qui l'a bien expliqué dans son mot d'introduction. Pourtant, les enseignants ont bien participé à l'effort de guerre, disait-elle, notamment dans l'élaboration de modules de préparation des cours à distance et bien d'autres actions
dans le processus de réouverture ou même dans la continuité de l'éducation en ligne. Il est important, selon les intervenants de ce webinaire, que les enseignants ont besoin que les responsables scolaires, une fois de plus, les impliquent dans tout le processus, et aussi le rôle clé des enseignants dans la reconnaissance des lacunes de l'apprentissage et même la formulation de réponses pédagogiques est relevé ici comme étant quelque chose de majeur, d'essentiel. Cela est particulièrement vrai pour les groupes vulnérables, notamment les familles à revenus faibles, les filles en particulier qui risquent un décrochage scolaire au fur du temps qu'elles doivent attendre en dehors du système scolaire. On retiendra aussi de cette discussion que pour gérer le retour à l'école, il est important que les enseignants et le personnel de soutien à l'éducation reçoivent une préparation professionnelle adéquate pour assumer leurs responsabilités et répondre aux attentes. Dans de nombreux pays, les enseignants contractuels, les enseignants suppléants, le personnel d'appui à l'éducation risquent de voir leur contrat rompu et leurs moyens de subsistance disparaître. C'est quelque chose déjà qui sont connus dans certains pays. Et la mise en œuvre de socles de protection sociale conforme à l'ODD 1.3 qui confère les prestations de chômage de base, allocation familiale, peut considérablement atténuer les risques tels que le Covid l'a créé pour les enseignants et le personnel d'appui à l'éducation. Cette crise ne doit pas devenir un prétexte pour écarter les droits de travail ou détruire les normes en termes de protection des droits sociaux, en termes de protection des droits de travail du personnel éducatif. Et c'est pourquoi les gouvernements et tous les établissements d'enseignement public et privé devraient travailler avec les syndicats d'enseignants pour préserver, j'allais dire, l'ensemble du personnel d'appui à l'enseignement et à l'éducation, ainsi que leurs salaires et avantages sociaux. Ils seront essentiels pour un rétablissement rapide et efficace lors de la réouverture des écoles qui vont s'en suivre au fur et à mesure. Lorsqu'il n'est pas possible de préserver les salaires et les prestations des enseignants et lorsqu'il n'existe pas de programme de protection sociale viable pour les compenser pour la perte de revenus, ce qui est suggéré par certaines organisations, ça c'est un ajout de ma part au regard, donc, au regard ample de l'interaction des acteurs humanitaires au niveau régional et au niveau continental. Il est important que les organisations humanitaires puissent envisager souvent même d'utiliser des bons comme des cash transferts en espèces pour accompagner les enseignants dans un processus de résilience jusqu'à ce que, bien sûr, les établissements puissent reprendre la main. Mais au cours de la discussion, la protection du bien-être tant pour les élèves que pour les enseignants a également été mentionné. La santé mentale et le soutien psychosocial doivent être pleinement intégrés dans les réponses éducatives. Certains enseignants du privé ont perdu leur source de revenus en même temps que les écoles sont fermées. La pression familiale, l'isolement qui a été mentionné ici de leurs collègues étudiants, la peur de perdre son boulot ou reprendre les cours dans un contexte totalement inhabituel, ou même la peur de se faire contaminer par le virus, comme ce fut le cas malheureusement de M. Cheikh Sidatis Fall, pour qui je partage une grande compassion en passant. Tout cela met véritablement les enseignants dans un stress énorme. Et si M. Fall a fort heureusement échappé à la stigmatisation, sous d'autres cieux, des enseignants ont vu les communautés les refuser des logements et beaucoup d'autres formes de stigmatisation qui auraient pu être évitées si effectivement la communauté avait été impliquée dans une communication continue. Voilà en quelques mots ce qu'on peut capter de cet échange que je trouve suffisamment fructueux. En termes de recommandations, on peut retenir que l'éducation doit se poursuivre, voilà, y compris en soutenant
bien sûr les acteurs que sont les enseignants, entre autres, la réponse devrait tenir compte de l'importance de protéger la santé, le bien-être et la sécurité économique des enseignants et assurer le paiement continu des salaires et l'accompagnement des enseignants et du personnel scolaire pendant et après les fermetures d'écoles. Je crois que ça, c'est la première recommandation que j'ai pu notifier. La deuxième, c'est que les gouvernements doivent assurer les équipements de protection. Voilà, que les mesures barrières soient respectées à travers l'ensemble des établissements qui doivent rouvrir avant une quelconque décision de rouverture. Troisièmement, il faut poursuivre l'apprentissage, même avec les écoles fermées. Il est essentiel que les gouvernements, les donateurs et les partenaires continuent de financer pour permettre à ce que tous les aspects qui nécessitent un investissement et qui permettent la continuité de l'éducation jusqu'à l'objectif 4 de l'ODD, que cet investissement puisse continuer et être de façon conséquente à travers les pays. Et ensuite, on peut retenir également que c'est important de répondre aux besoins des enfants marginalisés et les jeunes. Les fermetures d'écoles ne devraient pas exacerber plutôt davantage les inégalités en matière d'éducation sur la base du sexe, la pauvreté, du handicap, de l'appartenance ethnique, la religion ou encore de la situation géographique, etc. Et voilà, le dernier élément en termes de recommandation, c'est que c'est aussi une opportunité aujourd'hui de renforcer les systèmes éducatifs en préparation de la réouverture des écoles. Avec la pandémie, il y a eu une évolution rapide de l'industrie éducative et cela doit être une opportunité de rebâtir un système éducatif plus résilient. Les autorités sanitaires, là ici, il a été mentionné clairement l'OMS, et les autorités éducatives devraient décider ensemble des conditions de réouverture des écoles et tout le monde, y compris le personnel éducatif ainsi que les parents qui sont des acteurs clés dans le processus. Donc voilà, enfin, il me semble que la situation met les acteurs de l'éducation dans une situation où c'est entre le marteau et l'enclume quant à la réouverture des écoles. Comme le disait quelqu'un, trop tôt et la santé des enfants est en danger, plus longtemps que nécessaire, et la perte d'apprentissage continuera aussi à s'aggraver, en particulier pour les plus vulnérables. Souvent, les voix s'élèvent devant les conditions dans lesquelles s'annonce la reprise des écoles, la reprise de l'éducation et les risques sanitaires qu'elle poserait dans le pays. Les acteurs doivent, à ce stade, au-delà de faire des analyses de risques, travailler ensemble à comment manager ces risques. Je crois que cela est très important car, comme on le dit, couramment, l'éducation ne peut pas attendre et on risque de perdre toute une génération en attendant plus longtemps. Et Madame Santana l'a souligné en dernier ressort, le virus est encore là et peut-être pour quelque temps encore, mais c'est une question de comportement et de mitigation continue des risques. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Emmanuel Dori de Save the Children pour avoir synthétisé de manière très pertinente les différentes interventions auxquelles on a eu droit cet après-midi, mais aussi pour avoir formulé des recommandations, n'est-ce pas, à l'endroit des panélistes, à l'endroit de tous les participants, recommandations qui pourraient être capitalisées, qui pourraient être mises en pratique pour améliorer la qualité, n'est-ce pas, de ce retour, de ce processus de retour. En tout cas, il ne me reste qu'à remercier vivement tous les participants, en particulier les panélistes. Madame Mariam Sakho Danzoho pour sa brillante intervention, Madame Geneviève du Cameroun, Monsieur Cheikh Fall et Monsieur Moustapha Guité du Mali pour avoir partagé avec nous les expériences qu'ils ont vécues durant ce processus de réouverture. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, monsieur Doré, pour la qualité de votre intervention, de votre synthèse. Et remercier aussi mon collègue de UNESCO Dakar, monsieur Djibril Bokoum,
pour avoir à gérer la partie modération du chat. Enfin, je remercie tout le monde, les collègues, les participants et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce webinaire. Merci beaucoup et je signale que l'enregistrement sonore de ce webinaire sera disponible dans notre site web et ceux qui auront laissé leur email pourront aussi avoir cet enregistrement dans leur mail. Donc, je vous prie de mentionner vos emails avant de quitter, afin que vous puissiez poser de cet enregistrement. En tout cas de cause, le site bas sera aussi mentionné au niveau du chat. Merci à tous, merci à toutes et très bonne fin d'après-midi. Merci, salut. Merci. Merci, Saliou. Merci beaucoup, Madame Nasser. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous.